Je peux commencer? Donc, le titre de ma présentation est Utilisation du modèle de co-culture cellules endothéliales Plasmodium falciparum pour l'étude de la pathogénicité des isolats plasmodiaux. Donc, c'est un protocole de collaboration entre le CIR au Gabon et l'INSERM 511 de professeur Mazier en France. Ce protocole a été initié en mai 2004. Donc, c'est ça qu'il faut viser. Donc, comme vous le savez, vous êtes des professionnels comme nous, comme moi. Donc, vous savez que les interactions entre les hématies parasitées, les interactions entre les hématies parasitées et les cellules endothéliales sont très complexes. Donc, c'est là, moi je ne vais pas m'en sortir. Et le blocage mécanique des capillaires sanguines observé au cours du neuropaludisme est causé par des événements en cascade comme l'auto-agglutination des hématies parasitées, la production de cytokines inflammatoires, les toxines, la cytoadhérence des hématies parasitées et la formation de rosettes. Donc, c'est tout récemment qu'on a démontré aussi que Plasmodium falciparum était capable, par cytoadhérence contact direct, d'induire l'apoptose de la cellule endothéliale, c'est-à-dire la mort par contact physique. Donc, il y a cytoadhérence. Cela suppose que sur les hématies parasitées, il y a des ligands qui reconnaissent des récepteurs cellulaires sur les cellules endothéliales. Donc, le ligand récepteur entraîne forcément des signaux dans la cellule où se trouve le récepteur. Donc, ce modèle a été développé dans notre laboratoire pour analyser le rôle des molécules de transduction du signal dans la pathogénèse du paludisme. Concrètement, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'analyser la capacité des isolats plasmodiaux à cytoadhérer et à induire des modifications telles que l'apoptose, etc. de la cellule endothéliale. Établir une corrélation entre ces modifications et l'état clinique des patients sur lesquels les isolats ont été prélevés. Et identifier plus tard les ligands et récepteurs impliqués dans la pathogénicité pour la perspective vaccinale et ou thérapeutique. Alors, pour satisfaire ces objectifs, il y a deux parties. Une partie recrutement des patients, collecte des données cliniques et d'isolats plasmodiaux, qui est la partie terrain, qui est un gros travail qui est réalisé par le clinicien. Sans le clinicien, on ne peut pas conduire une étude de ce genre. Ça, c'est très important pour le signaler. Donc, il faut nécessairement un clinicien. Dans cette étude, on avait un médecin titulaire et un interne qui faisait sa thèse sur le paludisme au Gabon. Donc, deuxième partie, une partie laboratoire, c'est-à-dire culture de cellules endothéliales pulmonaires humaines, maturation des isolats, co-culture des cellules endothéliales pulmonaires humaines et isolats plasmodiaux, réalisation des tests, c'est-à-dire la cytoadhérence, c'est-à-dire l'ELISA apoptose pour détecter la mort cellulaire in vitro et la préparation des messagers ARN pour pouvoir faire l'analyse par biopuce. Alors, on a eu 3 cas de figure. Les isolats que nous avons reçus, on a eu 3 cas de figure. Soit les isolats sont des anneaux, presque 97, pour ne pas dire 100% des anneaux, donc des isolats parfaitement synchrones dans 45% des cas. Soit des trophozoïdes moyens et âgés dans 30% des cas, et le reste des 25% des cas, c'était un mélange des deux petites formes qu'on rencontre dans le sang. Ça peut être du 50-50, du 60-40, ainsi de suite. Donc, après ces isolats, on les met en culture pendant 24-48 heures.
Si c'est des trophozoïdes, la maturation se fait en 24 heures. Si c'est des anneaux, la maturation se fait en 48 heures. Donc, après la maturation, on fait un enrichissement des schizontes. Donc, c'est avec cette préparation de schizontes qu'on réalise les tests de co-culture proprement dit. Donc, en quoi consiste la co-culture? C'est d'abord de préparer ces différentes plaques. La première, c'est pour le test de cytoadhérence, la deuxième pour le test d'apoptose et la troisième pour la collection des ARN messagers. D'abord, il faut préparer ces trois plaques avec la cellule endothéliale. Il faudrait que les cellules endothéliales et les plaques soient confluentes. Donc, il ne faut pas qu'il y ait un trou. Donc, lorsque cela est fait, on prend la suspension de schizonte, on met 100 microlitres pour tester l'apoptose en duplicate, et on prend 100 microlitres en quadruplicate pour tester l'apoptose avec le même isolat, et on met 500 microlitres pour tester, enfin pour la collection des ARN messagers. Donc, après le contact schizonte plus cellule endothéliale, 1 heure, c'est comme une lame, on défait et puis on colore et puis on examine au microscope pour quantifier la cytoadhérence. Pour le test d'apoptose, après exactement 4 heures, on prend la plaque, on lave la plaque pour essayer de décrocher les hématies parasitées qui adhèrent. Donc, il faut laver soigneusement jusqu'à 5 fois et après on perméabilise les cellules endothéliales qui sont confluentes dans la plaque. On met un tampon, ce tampon va perméabiliser la membrane cytoplasmique et on centrifuge la plaque et après on prend 20 microlitres de chaque triplicate qu'on dépose sur la plaque ELISA. L'objectif, c'est de voir si le contact a induit l'apoptose, c'est-à-dire on dose par ELISA les nucléosomes intracytoplasmiques. Quand une cellule entre en apoptose, l'ADN est coupé en petits morceaux, les nucléosomes ils montent dans la membrane ils montent dans le cytoplasme. Donc quand on perméabilise la membrane, donc on peut prendre le contenu de la membrane cytoplasmique, le contenu du cytoplasme. C'est ce qu'on dose par ELISA. Après 4 heures aussi, on racle les cellules endothéliales en même temps plus les hématies parasitées. On racle tout et on ramasse tout et on fait l'extraction d'ARN messager là-dessus. Cet extrait d'ARN va contenir les ARN messagers correspondant aux cellules endothéliales, les ARN messagers correspondant aux cellules et aux hématies parasitées, aux parasites. Donc, voici un profil de cytoadhérence. Ici, on peut compter 5619 hématies parasitées par millimètre carré de cellules endothéliales. Vous voyez les petits ronds ici. L'image n'est pas très correcte, mais bon, ça peut passer. Donc, ça, c'est le profil typique de la cytoadhérence sur cellules endothéliales qui sont effilées là. Cette cytoadhérence est très variable. Comme nous, on a la chance d'avoir un spécialiste de PFM-P1 dans cette salle, c'est le docteur Arié. Je crois bien que dans la discussion, il va bien nous expliquer comment on peut expliquer une différence entre celui-là qui cytoadhère à 5 et celui-là qui cytoadhère à plus 6000. Donc, il y a une différence de 1000, de plus 1000. Donc, le profil de cytoadhérence est très variable entre les isolants. Donc c'est impressionnant. Et cette cytoadhérence n'est pas associée à la charge parasitaire. Par exemple, si on prend la F32 et la F37, qui ont à peu près le même nombre de schizomes, et l'autre cytoadhère presque 28 fois ou 30 fois plus que la F37. Donc, la cytoadhérence n'est pas associée à la charge parasitaire. Lorsque on a centrifugé la plaque, on dépose les 20 microlitres de chaque
puis ici, et puis par simple ELISA, c'est des anticorps qui détectent, qui sont dirigés contre les nucléosomes intracytoplasmiques. Donc c'est un kit, on dose, lui, ça c'est un échantillon positif, ça c'est un échantillon négatif, et là, ça c'est le globule rouge sain qui n'a pas de parasite. Le globule rouge sain qui a été mis en contact aussi comme contrôle négatif. Et là, ça c'est le contrôle négatif du kit, et ça c'est le contrôle positif du kit. On prend 5 microlitres, à peu près 1 picogramme de nucléosome intracytoplasmique. Donc après, le seuil de positivité est calculé en fonction de la DO du globule rouge sain. Pour être positif, il faut que la DO de l'échantillon soit 3 fois plus que la DO du globule rouge sain. Donc, au total, nous avons pu tester 45 isolats plasmodiaux. 35 provenaient d'enfants souffrant de paludisme simple et 10 provenaient des enfants souffrant de paludisme sévère. Parmi les enfants qui souffrent de paludisme simple, nous avons pu obtenir 5 isolats apoptotiques qui induisent l'apoptose par contact. Et dans le groupe de paludisme sévère, on a retrouvé 4 apoptotiques. Donc ça fait 20% d'isolats induisent l'apoptose sur les 45. Si on regarde ça, on rencontre des apoptotiques non seulement chez les cas paludisme simple, aussi bien que chez les paludismes sévères. On peut dire que effectivement que l'apoptose n'est pas associée à la gravité du paludisme. Mais si on prend par exemple les cas sévères seulement, si on prend que les cas sévères, on remarque que les sujets avec signes cliniques, avec signes neurologiques, on rencontre le plus souvent les isolats apoptotiques chez les enfants qui présentent les signes neurologiques comme prostration, coma. Donc, cela veut dire que l'apoptose est associée aux signes neurologiques. L'apoptose n'est pas associée à la gravité du paludisme, mais elle est associée aux signes neurologiques. Puisque dans la gravité du paludisme, comme l'OMS, il y a des hyperparasitémies qui faussent un peu, qui mettent un biais là. L'anémie hyperparasitémie. Donc, hypothèse, l'apoptose pourrait être impliquée dans les dommages causés à la barrière hémato-méningée au cours du neuropaludisme. Ça, c'est l'hypothèse. Puisque l'apoptose induit bien et la mort cellulaire, et puis la membrane hémato-méningée est atteinte. Si la barrière hémato-méningée est atteinte, en ce moment, ça peut créer des dommages neurologiques. C'est une hypothèse. Voilà, donc c'est cette hypothèse qu'on a mis ici. On avait vu le blocage mécanique des capillaires sanguines. À côté de ce blocage mécanique des capillaires sanguines, nous avons aussi l'induction de l'apoptose qui induit la mort cellulaire, d'où la perméabilisation de la barrière hémato-méningée, et ça entraîne les dommages aux cellules nerveuses. Ça, c'est notre hypothèse. C'est publié en 2006 dans International Journal of Parasitology. Alors, si on prend la cytoadhérence et l'apoptose, on remarque ici qu'il y a des isolats qui cytoadhèrent très bien, mais qui n'induisent pas l'apoptose, apoptose 0. Mais tous les isolats qui induisent l'apoptose ont un minimum de cytoadhérence. On dirait qu'il y a un seuil autour de 200 hématies parasitées par millimètre carré de cellules endothéliales. Donc, pour induire l'apoptose, l'isolat doit avoir un minimum de cytoadhérence. Au moins 200 hématies parasitées par millimètre carré. Alors, nous avons analysé le transcriptome différentiel 5 apoptotiques versus 3 non apoptotiques. Et cette analyse de transcriptome a été
et vérifié aussi par la PCR quantitative. Je n'ai pas ces résultats. Mais ce qui est sûr, il y a eu au moins 23 gènes qui sont surexprimés chez les apoptotiques, qui sont complètement éteints chez les non-apoptotiques. Donc, les gènes qui sont allumés chez les apoptotiques, on a fait la recherche plasmodB, puisqu'on a le génome falciparum, la séquence complète dans le PubMed. Donc, on a fait la recherche. Tous ces gènes-là codent en grande majorité pour des antigènes de surface, dont certains sont impliqués dans la cytoadenine, qui sont différentes des adhésines qu'on connaît, le PF1, PF ou serfine ou plaque9. Donc, ça, ce sont des gènes nouveaux que nous disposons en ce moment qui sont impliqués dans la pathogénicité. Donc, environ une vingtaine et environ 20% d'isolat plasmodiaux de Franceville induisent l'apoptose de la cellule endothéliale. L'apoptose est associée aux signes neurologiques. 23 gènes associés à la pathogénicité des isolats plasmodiaux ont été identifiés. Bon, dans la perspective, nous sommes actuellement, il y a 2 étudiants qui sont en train de travailler sur l'expression de ces différents recombinants. Et après, on a prévenu de faire des analyses immunologiques pour rechercher les candidats vaccins potentiels. Et d'autre part, comme on a utilisé les cellules endothéliales et les cellules endothéliales pulmonaires, il serait intéressant aussi de voir ce que donnent les cellules endothéliales cérébrales. Donc, dans mon labo, nous sommes en train de travailler sur les cellules endothéliales cérébrales pour voir s'il y a une différence de transcriptome et s'il y a un transcriptome qui est associé à la nature de la cellule endothéliale. Donc, je remercie tous les patients et leurs parents. Je remercie l'hôpital Amissa Bongo où la recherche et les isolats ont été prélevés. Le CIRM, bien sûr, et l'INSEM 511. Enfin, beaucoup de remerciements au directeur de l'Institut Pasteur de Madagascar, les initiateurs et organisateurs de l'atelier paludisme et le peuple malgache pour son hospitalité légendaire. Je vous remercie.